il y a des gens qui disent des choses là-dessus. Edgar Morin dit « L'erreur, c'est de penser que l'information, c'est de la connaissance. C'est plutôt un fragment de réalité qui nous interroge. Pour qu'elle devienne de la connaissance, l'information doit être intégrée dans un contexte. » Et Miguel Benassaillac dit aussi « Si jadis l'information pouvait être considérée comme un élément nécessaire mais insuffisant pour agir, son flux toujours croissant est en train de devenir une barrière qui empêche d'agir. Nous avons maintenant tendance à rester paralysés en entendant les prochaines informations, quand nous ne sommes pas tout simplement écrasés par la masse immense de nouvelles qui créent dans notre tête, à la place d'une image complexe, pensable, une obscurité de plus en plus épaisse, proprement déprimante. » Voilà. Bon, il y aurait beaucoup de choses, je vous cite ces deux extraits, il y aurait beaucoup de choses à dire là-dessus, mais effectivement, je crois qu'en tout cas, cette distinction entre une information qui reste quelque chose d'abstrait, qui reste des flux, on le ressent ça quelquefois physiquement, je ne sais pas si ça vous arrive, de vous dire toutes ces choses qui m'arrivent et qu'est-ce que j'en fais. Voilà. Et la connaissance par opposition à ça, c'est effectivement quelque chose, une information qui arrive, qu'on a contextualisée, qu'on a compris, qui s'appuie sur une expérience qu'on a auparavant et qu'on va pouvoir transformer en une action future. On voit qu'on n'est pas sur le même registre, hein, et on manque de réflexion dans la profession sur qu'est-ce qui fait, comment est-ce qu'on pourrait passer de producteur d'informations à éventuellement contribuer à de la production de connaissances. Hein. Voilà. Et puis, dernier élément, là, donc, toutes ces raisons font que la question se pose rarement dans les rédactions, la question de est-ce qu'on est utile à la démocratie? Et pourquoi enfin? Parce que, malheureusement, il y a eu une évolution considérable dans les rédactions en 20 ans, qui est le poids qu'a pris la logique de marketing dans les rédactions. Alors, au départ, tu as dû connaître ça aussi, voilà. Au départ, comme souvent, ça part de choses qui sont plutôt intelligentes. D'abord, c'est plutôt les services de pub qui disent « mais nous, on essaye de vendre notre journal à des annonceurs potentiels, donc on a besoin de connaître nos lecteurs, de savoir qui ils sont, de savoir ce qu'ils pensent, ce qu'ils achètent. » Et donc les premières études de lecteurs ont été commandées historiquement par les services de communication et de publicité dans les journaux, dans les groupes de presse. Et puis, je me rappelle, moi, il y avait un moment, j'étais dans la presse économique à ce moment-là, et tout d'un coup, on a découvert, nous, journalistes, qu'il y avait des gens qui faisaient des études sur notre journal, qu'on n'était pas au courant, et puis c'était un peu logique. Au bout d'un moment, en faisant les études, on leur avait dit, ben, au fond, on demandait aussi ce qu'ils en pensent du journal, qu'est-ce qu'ils aiment, qu'est-ce qu'ils n'aiment pas. Et je me rappelle qu'on a rué dans les brancards en disant, mais c'est incroyable, on est en train d'apprendre qu'on interroge les lecteurs sur ce qu'on fait, on n'est même pas au courant, on n'est même pas... Voilà. Donc, grosse colère du côté des rédactions, t'as dit ça aussi. Et la réponse qui a été donnée, qui semblait une réponse intelligente, mais qui, à mon avis, le verre était dans le fruit, malheureusement, a été de dire, il faut plus associer les rédactions à ces études de lectorat. Il ne faut pas qu'elles soient à l'écart. Et donc, on va utiliser ces études de lectorat pour aller un peu plus loin sur, effectivement, qu'est-ce que le lecteur aime, qu'est-ce qu'il n'aime pas, qu'est-ce qu'il aimerait bien, etc. C'est pas une mauvaise démarche, hein. Après, je pense qu'il y a eu des excès là-dedans. Il y en a eu plusieurs. Il y en a eu une qui a été que parfois on a fait appel à des sociétés. Nous, on a eu dans le groupe Jean-François Barbier-Bouvet, qui était un type remarquable au niveau lectorat, mais parce qu'il a une formation de sociologue avant d'être un homme de marketing et qu'il a toute la finesse d'un sociologue. Mais j'allais dire, il y en a qui faisaient les études de lectorat de médias comme on fait l'étude d'un savon ou d'un nouveau produit pour chat. Voilà. Il y a eu ça aussi. Voilà. Et donc, quand on fait des études comme ça, ça ne fait qu'encourager le conformisme. Hein. C'est-à-dire, si vous faites une étude de lectorat sur la Starac, les gens diront c'est génial la Starac. Hein. Mais si vous faites des études de lectorat comme ça aussi primaires, vous n'allez jamais repérer le petit frémissement qui va faire qu'un truc totalement novateur va pouvoir voir le jour, parce que justement ça va faire que conforter les tendances lourdes existantes. Et puis ensuite, ça a habitué beaucoup les rédactions à raisonner en termes de vente, en termes de qu'est-ce qui va plaire au lecteur, qu'est-ce qui ne va pas plaire, et en lecteur abstrait. On avait une grande chance à la vie, on a une grande chance, j'ai dit moi au passé, mais c'est qu'on a une association des amis qui est particulièrement forte, puissante, qui est la plus puissante d'ailleurs de France, et qui fait que, heureusement, à la vie, il y a des contacts réels entre les journalistes et les lecteurs. Mais plein de titres aujourd'hui, alors là encore je parle de titres nationaux, n'ont plus de rapport réel avec leurs lecteurs. Et donc en fait le seul rapport, c'est la dernière étude qui dit que notre lecteur, il attend, il a tel âge, il a telle profession, etc., et qu'il attend ça.
Et donc c'est incroyable le poids qu'a pris dans les discussions en salle de rédaction le « Ah oui, mais tu sais bien que le lecteur aime pas ça, tu sais bien qu'il veut pas ça, tu sais bien que ceci, cela ». Et donc on se renvoie plus des arguments qu'en termes de ce fameux lecteur moyen qui correspond pas à grand-chose, en plus qu'il n'existe pas vraiment. Et ça a pris le dessus. C'est-à-dire que on était, je pense, quand même plus dans le passé dans une logique de est-ce qu'on trouve ce sujet vraiment intéressant, est-ce qu'il est utile, voilà. Et donc maintenant, c'est est-ce que le lecteur va aimer ça ou pas. Il y a un hebdomadaire, on peut se citer, pas pour l'attaquer personnellement, le Nouvel Observateur, ils ont créé un logiciel qui a mouliné les ventes des numéros des 25 dernières années en fonction des types de sujets qui sont pris. Et qui sort effectivement du coup en fonction de ça, quelles sont les unes qui marchent pas et quelles sont les unes qui marchent. C'est une des raisons pour lesquelles, ça va ou pas au niveau de, vous entendez? C'est une des raisons pour lesquelles vous avez des sujets qui reviennent sans arrêt en couverture, et je ne sais pas si vous avez remarqué entre l'Obs, Le Point et l'Express, et il y en a un qui le fait une semaine et puis c'est l'autre la semaine d'après, on ne sait plus. Ah, voilà. Donc les francs-maçons, la sécurité dans les banlieues, l'immobilier, voilà, etc. Les meilleurs hôpitaux, ça j'y reviendrai, les meilleures universités, les diplômes, etc. Et donc c'est parce qu'ils ont ces logiciels qui moulinent sans arrêt, qui disent si vous faites autre chose, non, c'est pas. Si vous faites un sujet sur la démocratie, c'est pas nos meilleures ventes. Voilà. Donc c'est une autre raison. Et donc tout ça pour vous dire, oui, finalement cette question de est-ce qu'on est utile à la démocratie, malheureusement, ça occupe très peu de place au sein des rédactions et ça prend très peu de temps et d'énergie. Voilà. Donc c'est ça le paradoxe, je voulais dire, sur la question. Alors moi, mon point de vue en faisant ce bouquin, parce que j'appelle ça la faillite d'un contre-pouvoir, c'est que je considère effectivement que les médias d'information aujourd'hui sont pas un appui ou sont pas l'appui qui pourrait être à la démocratie, qui en plus est en souffrance et qui aurait bien besoin d'avoir un certain nombre d'appuis. Pourquoi? D'abord, c'est ce que nous disent les citoyens. C'est-à-dire, alors, moi je ne suis pas un fan des sondages, mais quand les sondages année après année disent un peu la même chose et même aggravent la situation, chaque année il y a un baromètre de crédibilité des médias qui est fait par TNS Sofres, qui est publié par La Croix en janvier, et où on pose en gros deux questions aux gens. La première, c'est est-ce que vous considérez que les choses se passent à peu près, complètement, pas du tout, un peu, enfin voilà, comme vous le racontent les médias, et après on distingue télé, radio, presse écrite, voilà. Et la deuxième, qui est, est-ce qu'à votre avis, les médias et les journalistes sont indépendants des puissances économiques et des partis politiques? Alors, tiens, j'ai envie, on va le faire. On va le faire entre nous. Si je pose la question, alors, est-ce qu'à votre avis, globalement, on ne va pas le distinguer entre... Qui est-ce qui pense que les choses se passent à peu près comme le racontent les médias? On va faire à peu près et puis à peu près pas. Voilà. Qui est-ce qui est plutôt pour dire, oui, moi j'ai plutôt l'impression que ça se passe à peu près? Qui est pour? Alors, à peu près, oui, allez-y, parce que... Voilà. Levez bien la main. Levez bien la main. À peu près, voilà, 4, 5. Alors, qui est-ce qui pense qu'a priori les choses se passent pas ou pas vraiment ou pas du tout comme les médias le racontent? Donc les autres, en gros, donc on est plutôt là à 70-30 ou 80-20, voilà. Ok. Si je vous demandais quelle est... Alors, donc dans la réalité, c'est à peu près 50-50 en moyenne, voilà, et ça se dégrade plutôt d'année en année. À votre avis, quel est le média à qui on donne un peu plus confiance, un peu plus de crédibilité en premier? La radio, absolument. Voilà. La radio, après la presse écrite, ouais, après la télé. Et alors en dernier Internet, mais alors avec un très gros clivage sur Internet, c'est-à-dire que les gens qui ne sont pas des usagers d'Internet le jugent pique-pente, c'est même pas un média. Et puis les gens qui sont des utilisateurs, et plus ils sont fréquents, pensent que c'est un très bon média. Donc c'est extrêmement scindé là-dessus, voilà. Et avec en gros une progression. La deuxième question, qui est-ce qui pense que les médias et les journalistes, je ne sais plus comment elle est formulée, je m'excuse, sont indépendants des puissances économiques? Qui est-ce qui pense que les médias sont indépendants des puissances économiques? Qui est-ce qui pense... alors, je m'excuse que je n'ai pas été revérifié. Prenons l'un et l'autre. Mais les médias,
Les médias indépendants des puissances économiques, personne. Les médias dépendants des puissances économiques, qui pensent? Voilà. D'accord. Les médias... alors les journalistes indépendants des puissances économiques. Ah, c'est de la peine, hein? D'accord. Et les journalistes... alors, les médias indépendants des partis politiques et du gouvernement. Qui est-ce qui pense que les médias sont indépendants des partis politiques et du gouvernement? Ouais. Qui est-ce qui pense qu'ils sont dépendants? Voilà. Donc vous êtes là quasi à 100%, donc dans les sondages, c'est à peu près 2/3 qui pensent qu'il y a une dépendance. Voilà. Moi, mon hypothèse, même si les questions ne sont pas corrélées, c'est qu'il y a un lien très fort entre les deux. C'est-à-dire que si les gens ont une telle défiance vis-à-vis des médias aujourd'hui, c'est entre autres parce qu'ils les jugent sous la coupe des puissances économiques d'un côté, des partis politiques et du gouvernement de l'autre, et qu'il y a un lien très fort. Mais ça, c'est une hypothèse que je fais moi. Alors, moi, je considère que... alors, vous n'êtes pas une exception, hein, parce que quand je fais un débat, je pose la question, et les gens qui viennent, c'est toujours encore plus critique que la moyenne des Français, mais parce que, en général, vous qui venez à ces débats, c'est parce que vous êtes inquiet de cette situation, intéressé, et donc vous êtes sur un point de vue encore plus, voilà, encore plus marqué. Voilà. Donc c'est souvent le cas. J'ai des, voilà, c'est encore plus fort. Alors moi, mon histoire personnelle avec ça, et je vais commencer à vous répondre, monsieur. Moi, mon premier boulot, c'est à France Inter. Donc je sors de l'école de journalisme, le centre de formation des journalistes à Paris. J'ai fait l'option radio. On a comme prof le rédacteur en chef de France Inter. C'est en 1975, vous voyez, voilà. Et donc il a l'habitude de prendre 2 de ses élèves et il les emmène en stage. Et puis théoriquement, à l'époque, il n'y a pas de problème d'emploi, donc c'est un stage qui doit se transformer en embauche. Et donc il me choisit pour aller à France Inter avec lui. C'est un monsieur qui est de tempérament conservateur, on peut dire fin de droite, voilà, plutôt, mais qui a fait toute sa carrière plutôt comme professionnel, hein, pas par copinage politique, etc. À l'époque, il est jugé pas assez fiable par le gouvernement. On a confié la tutelle de l'ORTF, qui est encore l'ORTF, au ministre de l'Intérieur. Pourquoi pas, hein, voilà, monsieur Poniatowski, qui appelle régulièrement pour donner ses consignes. Et donc, monsieur Poniatowski a trouvé que ce rédacteur en chef n'est pas assez fiable, et donc il décide de nommer à ses côtés un 2e rédacteur en chef, qui vient directement de la rédaction en chef de Minute, voilà, qui est nommé rédacteur en chef de l'ORTF. Et que c'est quand même un climat, voilà. Et donc moi j'arrive et c'est ma première demi-heure de, je pense que je t'ai jamais raconté ça, c'est ma première demi-heure de carrière. Et donc il nous fait signe, ce monsieur qui vient de, voilà, et il nous dit, on est 2 de l'école de journalistes de Paris, 1 de l'école de Lille, il dit venez dans mon bureau. Il nous accueille avec un grand sourire, il nous dit messieurs, on était 3 hommes là, messieurs, a priori pour moi vous êtes des ennemis. Ici, je vous accueille comme des ennemis parce que je considère que les écoles de journalisme sont des repères de gauchistes. J'espère bien bientôt avoir tout le pouvoir dans la maison et j'ai déjà annoncé que je recruterai sur des critères politiques. Voilà. Je suis là pour ça et voilà. Donc pour moi, je vous accueille pas de gaieté de cœur, c'est parce que l'autre a encore, il nous dit ça de la première demi-heure, parce que l'autre a encore un peu de pouvoir, donc il m'a un peu imposé. Voilà. Maintenant, à vous de faire en sorte qu'on s'entende assez bien. Vous commencez, vous voyez, c'était déjà à l'époque, par vous couper les cheveux, vous mettez une cravate et etc. Voilà. Voilà ma première demi-heure de carrière professionnelle. Voilà. Donc c'est on ne peut plus direct. Voilà. À l'époque, si vous voulez, en même temps, moi je rencontre plein de gens. Je suis assez actif, je faisais de l'alphabétisation, je suis assez actif dans les milieux de l'immigration, etc. Et quand je vais quelque part où il y a des gens en souffrance ou en lutte ou en difficulté, etc., je suis super bien accueilli. On dit « Ah, un journaliste, super, on va pouvoir faire entendre notre voix, on va pouvoir faire entendre notre situation. » Les gens ont un espoir en nous. Ils ont une espèce de... Voilà. Alors, je passe à aujourd'hui. Aujourd'hui, les pressions directes existent. Elles sont extrêmement rares quand même. Les pressions directes de ce type-là, et ça a pu avoir avec M. Poniatowski, ministre de l'Intérieur, qui appelle pour dire je nomme le rédacteur en chef de Minute, etc. Donc d'une certaine manière, même si je pense que sous l'actuel président de la République, on a eu des retours en arrière sur certains aspects, enfin là-dessus, hein, voilà. Mais en gros, vous voyez la situation que je vous décris, ma première demi-heure, elle est quand même impensable aujourd'hui, hein, je vous le garantis, voilà, dans ces termes-là. Voilà.
Par contre, nous, quand on va dans des endroits, et moi les 2 dernières fois où j'ai vécu durement, parce que ce livre c'est un bouquin qui naît d'une souffrance aussi, enfin oui, je crois que je peux le dire. Donc je vais à Villiers-le-Bel en 2007 au moment où il y a les émeutes, et en gros on est, nous journalistes, sur le même pied que les policiers. C'est-à-dire il y a 2 ennemis, il y a les journalistes et les policiers. Et haro sur eux, c'est les ennemis, c'est les pires. Je vais après à l'usine Continentale de Clairoy. Pas si vous vous rappelez, on en avait pas mal parlé, une usine menacée de fermée avec 1000 salariés alors qu'elle est bénéficiaire, mais les actionnaires jugent qu'elle n'est pas assez bénéficiaire et que donc il faut fermer pour aller s'implanter, je ne sais plus dans quel pays. Donc j'y arrive le lendemain du jour où les ouvriers ont été à la préfecture et ils ont saccagé les bureaux. Et en fait, TF1 a diffusé le soir, filmé le saccage avec les visages non floutés, ce qui normalement ne se fait pas. Parce que, voilà. Et donc quand le ministre veut porter plainte, il a qu'à enregistrer le bobino, monsieur machin, et les convocations pour la justice partent immédiatement. Donc ils sont très en colère, et pareil, ils se sont un peu frités la veille avec les gendarmes, mais avec les gendarmes ils en plaisantent un peu, et avec les journalistes ça plaisante pas. C'est-à-dire qu'il y a plein d'endroits où on va aujourd'hui, où on est clairement des ennemis, voilà. Et des ennemis parce qu'on est assimilé au pouvoir dominant. Alors, donc quelle a été notre posture en faisant ce bouquin? On s'est dit, parce que il faut voir qu'une partie de la profession, que moi j'ai rencontré beaucoup de collègues, beaucoup de journalistes qui font honnêtement leur travail, qui sont des bosseurs, qui sont consciencieux, qui sont cultivés, qui sont, voilà, j'en ai rencontré plus que l'inverse, voilà. Et donc, excusez-moi, il y a un sentiment d'injustice chez les journalistes de dire mais pourquoi tant de haine, pourquoi tant d'accusations et tout, nous on essaye de faire bien, etc. Mais du coup qui est, alors que je peux comprendre, mais du coup qui est très contre-productif parce que les gens rejettent globalement la critique, disent c'est n'importe quoi, on est devenus les boucs émissaires, enfin voilà, les gens savent même pas de quoi ils parlent, voilà. Donc nous, notre posture pour écrire ce bouquin, ça a été de dire si nous on considère qu'au fond, si les citoyens disent ça de façon aussi récurrente, à la fois dans les sondages, à la fois quand on les rencontre, à la fois, voilà, c'est qu'il y a un vrai problème et que quelque part on leur donne raison. C'est-à-dire, voilà, le point de départ, c'est de dire, si vous pensez tout ça, si vous nous assimilez pareillement au pouvoir dominant, puisque c'est ça, il y a bien des bonnes raisons pour ça. Voilà. Après, nous, on connaît la mécanique de l'intérieur. Et donc, ce qu'on considère, donc ça, c'est ce que je fais, là, je vais vous répondre beaucoup plus directement. J'ai 35 ans de métier, et alors j'ai été dans des rédactions, on va dire plutôt propres, en général, voilà, c'est peut-être la chance. Mais je vous garantis que les cas de figure où j'ai vu que ce soit une injonction de l'actionnaire dominant pour dire je veux ça demain, voilà, ou que ce soit une injonction d'un politique qui dit mais faites ceci et faites cela, je vous le dis, je pense que je peux les compter sur les doigts de la main. Donc ça existe. Il faut toujours s'en défendre, il faut le dénoncer vigoureusement. On est sur le plan de la politique un peu sur un retour en arrière aujourd'hui, mais c'est bien entendu, à mon avis, totalement insuffisant pour expliquer par les pressions directes pourquoi on est assimilé pareillement au pouvoir dominant. Ça suffit pas, enfin il y a bien d'autres raisons plus importantes. Donc notre boulot, nous, ce qu'on a essayé de faire avec ça, c'est de se dire, si les raisons elles sont pas essentiellement dans les pressions extérieures, d'où est-ce qu'elles viennent? Pardon? Alors, elle existe aussi, mais alors, l'autocensure est en partie inconsciente aussi quelquefois. C'est-à-dire, ça vient bien au-delà de ça. Alors, nous, on a pensé... J'ai combien de temps encore? Combien? Ouais. Bien entendu, je suis toujours capable de... Non, je vais essayer de donner des grandes têtes. Nous, on a essayé de travailler sur 2 éléments, qui sont, les conditions concrètes dans laquelle les journalistes, les rédactions produisent de l'information. Parce qu'on s'est dit, on n'a pas assez travaillé là-dessus. Comment ça se produit? Ça rejoint un petit peu ce que vous disiez, Jacques, tout à l'heure d'ailleurs. Concrètement, comment ça se produit l'information? Et le deuxième élément sur lequel on a essayé de travailler, là, on a du mal avec les confrères, c'est de dire, le journalisme ne reflète pas le monde tel qu'il est. Il est aussi une vision du monde qui est construite sur un certain nombre de préalables. Je vais décrire un petit peu en quoi il consiste. Et c'est normal, voilà. Le problème du journaliste, c'est qu'il ne reconnaît pas qu'il ait une vision du monde parmi d'autres, et que du coup il devient une idéologie, parce qu'une vision du monde qui refuse de s'assumer comme telle, c'est une idéologie, et ça devient donc un pouvoir oppressif. Alors, je vais essayer quand même de dire, sur ces 2 points-là,
Alors, sur les conditions de production de l'information. Alors, j'ai parlé tout à l'heure du poids énorme qu'a pris le marketing dans les rédactions. Et donc, une bonne part des discussions internes sont consacrées à qu'est-ce que le lecteur aime, qu'est-ce qu'il aime pas, est-ce qu'on va faire tel choix, etc. Donc, les discussions de fond sur, bah oui, tel sujet est franchement intéressant, moi j'y crois, moi j'ai envie de le faire, etc. Elles existent encore, heureusement, mais elles tendent à passer à la trappe. Ensuite, il y a la logique de l'information à moindre coût. C'est-à-dire que c'est un cercle vicieux, c'est-à-dire que de fait, les ventes diminuent. Du coup, les directions ont tendance à dire il faut produire dans des conditions économiques satisfaisantes, donc il faut coûter moins cher. Et par exemple, ça se traduit par quoi? Ça se traduit par des équipes internes qui diminuent beaucoup au profit des pigistes. En gros, il y avait 10% des pigistes, 10% des cartes de presse qui étaient pigistes il y a 20 ans, il y en a 20% aujourd'hui. Donc la proportion de pigistes a doublé par rapport, voilà. Essentiellement des femmes, d'ailleurs. Les femmes sont très largement majoritaires chez les pigistes, elles sont minoritaires dans les rédactions permanentes. L'autre très très forte incidence, qu'est-ce qui coûte cher dans une rédaction? C'est d'aller sur le terrain pour faire du reportage et de l'enquête. Voilà, c'est les deux éléments qui coûtent cher. Et donc, comme c'est ça qui coûte cher, on va passer de moins en moins de temps à aller sur le terrain et on va demander aux journalistes à faire leurs articles au bureau en passant 2-3 coups de fil à un expert. Alors, moi, je m'en doutais. Je l'avais traité dans mon livre. Je fais donc avec Reporters Citoyens une formation des jeunes de banlieue au journalisme. Donc voilà, c'est ça, Reporters Citoyens. Et donc, ils ont des cours. Et moi, pour introduire le cours au reportage, parce que c'est pas facile d'expliquer abstraitement ce qu'est un reportage, donc moi, j'avais une technique, c'est que je donne, on a des cours le soir en général, je leur donne les journaux du matin, on prend tous les quotidiens du matin, et je leur dis, essayez de regarder dans l'ensemble des articles que vous avez là sous les yeux, qu'est-ce qu'est un reportage, c'est-à-dire là où le journaliste a vraiment été sur le terrain, a fait parler des gens, a été confronté à la situation réelle, etc. Dans un journal, un quotidien, ça dépend de son épaisseur, mais en gros, il y a entre 20 et 40 articles par jour, d'articles plus les brèves, un article développé. À votre avis, j'ai eu déjà 3 groupes, donc je l'ai fait l'expérience 3 fois. Combien y avait-il en moyenne de reportages sur 20 à 40 articles dans l'ensemble des quotidiens nationaux, dans chacun des quotidiens nationaux? Qu'est-ce que vous diriez? Combien de reportages sur 20 à 40 pages? 5? 2? Voilà. Le résultat, c'était de 0 à 2. Voilà. Alors là encore, je pense qu'en presse locale et régionale, il peut y avoir une réalité différente, mais je ne sais pas. Bon. Mais si vous voulez, oui, peut-être encore pire, je ne sais rien, mais je parlais de ce que je connais. Et puis là, on a fait le sondage. Qu'est-ce que vous voulez, si vous voulez, ça c'est des conditions réelles de production. Donc si vous voulez, comment travaillent les journalistes, de plus en plus en regardant ce que font les uns les autres, d'où les effets d'ailleurs d'imitation, de mimétisme et tout, parce qu'on passe de plus en plus de temps à regarder, t'as vu ce qu'il a fait un tel, etc. Généralement pas pour faire la même chose, bien sûr on n'est pas stupide pour faire différemment, mais on n'arrête pas de s'imprégner de ce qu'on fait les uns les autres, d'où finalement ce qui fait événement entre nous, c'est ce qu'a déjà traité les autres. C'est une des raisons pour lesquelles, c'est vrai que parmi la défiance, les gens nous disent, mais comment se fait-il que vous traitez tous les mêmes sujets au même moment et à peu près tous selon les mêmes termes? Donc souvent on en vient à votre explication qui est, alors vous maintenant vous dites l'argent, mais qui dit forcément vous avez des pressions. Et non, c'est même pas des pressions. C'est que la façon de travailler, les conditions dans lesquelles on bosse, fait qu'on est dans un espèce d'univers auto-centré où on va de moins en moins. C'est quand on va sur le terrain qu'on trouve des sujets nouveaux. On ne les trouve pas en lisant ce que font les autres. Et donc comme dans l'emploi du temps des journalistes, concrètement dans l'emploi du temps des journalistes, il y a de moins en moins de temps sur le terrain, et bien on trouve de moins en moins d'aller enquêter sur des réalités nouvelles et de trouver des sujets nouveaux. Donc ça, c'est un élément important. Alors, en plus, ce qui se passe dans les journaux, c'est qu'il y a une division des tâches souvent de plus en plus accentuée. C'est-à-dire que il va y avoir le spécialiste du titre, il va y avoir le spécialiste du chapeau, il va y avoir... Enfin voilà. Et en fait, souvent, je ne sais pas si ça vous est arrivé, vous, d'être en colère contre un article. Et en fait, quand on regarde le détail, on se dit, tiens, mais finalement, l'article n'était pas si mal que ça. Mais au fond, c'est la façon dont ils me l'ont vendu avec le titre et le chapeau qui était une horreur. Et ça arrive de plus en plus souvent, qu'il y ait un décalage très fort
entre le contenu réel. Et ça, c'est cette logique de vente, si vous voulez. C'est-à-dire que moi, je vois, parce qu'on a quand même une déontologie journalistique, elle s'applique de plus en plus elle s'applique toujours à la matière première. C'est-à-dire, il faut faire attention à ne pas écrire de contre-vérité, à ne pas avoir plusieurs sources d'information. Mais quand on arrive au stade final, qui est de vendre, encore une fois, ce papier avec un titre et un chapeau un peu, eh ben, on se fout un peu de la déontologie. Et moi, ça m'est arrivé. Moi, ça m'est arrivé une fois d'avoir carrément une enquête, une longue enquête. Voilà, c'était quand j'étais à l'IB, de 2 ans. Où j'étais allé pourtant discuter avec la rédaction en chef sur le titre et le chapeau, et ils avaient fait le contraire de ce que je voulais, et j'avais plein de contacts qui m'avaient fait confiance pour faire cette enquête, qui ne voulaient plus me parler, j'allais dire, à quel point ça avait été distordu. Voilà, donc c'est plein de situations réelles qui existent aussi.